Merci Guillaume Gontard de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Vous êtes élu de l'Isère, président du groupe écologiste Solidarité et Territoire ici au Sénat. On va commencer, on l'a vu dans le journal, par cette panthéonisation de Missak Manouchian hier et avec lui la résistance communiste et étrangère qui fait donc son entrée au Panthéon. Vous étiez présent, vous, lors de cette cérémonie. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? J'étais effectivement présent. J'étais présent aussi la veille au Mont-Valérien. C'était important, je dirais indispensable pour moi d'être présent parce que d'abord je suis d'un territoire de résistance, le Vercors, et puis c'est vrai que cette histoire de l'affiche rouge de Missak Manouchian, de cette lettre, je me souviens l'avoir appris à l'école et c'est quelque chose qui m'a toujours marqué. Et puis derrière cette entrée de Missak et Mélimée Manouchian au Panthéon hier avec vraiment quelque chose de fort, d'émouvant, une cérémonie, oui, moi qui m'a marqué en tout cas et qui continuera à me marquer. C'est les 23 de l'affiche rouge qui entrent aussi en Panthéon. Ce sont ces étrangers qui se sont battus pour nos valeurs, les communistes, qui entrent également au Panthéon et c'était important. C'était important que ça soit fait. Ça aurait dû même peut-être être fait avant. En tout cas, voilà, c'est une chose faite. Et de se souvenir en fait que ces étrangers qui se sont rassemblés pour défendre nos valeurs, les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, qui au péril de leur vie. Et puis cette lettre de Missak Manouchian qui je dirais, a une valeur très forte, cette lettre sur laquelle il n'y a pas de haine, au contraire, qui est pleine d'espoir. C'est la dernière lettre qu'il a écrite à Mélimée quelques heures avant d'être fusillé. Exactement, et qui nous laisse un héritage et qui nous dit ne faites pas n'importe quoi. Et ça, je pense que c'est important et c'est quelque chose que l'on devrait tous avoir en tête. Et c'est vrai que après le vote des lois immigration, après le discours qu'on peut avoir sur le droit du sol, je pense qu'on est parfois en train de perdre nos valeurs et que chacun devrait relire cette lettre, regarder un petit peu en arrière et je dirais revenir sur ses bases et sur nos valeurs républicaines. Hier, dans son discours, Emmanuel Macron a parlé de Français de préférence, de Français d'espérance. Il a trouvé les mots justes, le président de la République ? Alors moi, j'ai trouvé un discours, oui, très beau, très fort, juste. La problématique, c'est la personne qui le prononce. Et cette incohérence parfois qu'on peut avoir. On a eu la même chose avec le discours prononcé pour Robert Badinter. Pareil, des mots assez forts, assez justes. Mais je me rappelle hier soir quand Emmanuel Macron parle de la France terre d'asile, qui avait oublié d'ailleurs ses valeurs justement de terre d'asile. La France avait oublié sa vocation d'asile aux persécutés, c'est ce qu'il a dit. Et j'étais forcément obligé de penser à toute cette séquence terrible de cette loi immigration, de ce rejet de l'autre. Et là, une très grande responsabilité du président. Alors, est-ce que ça peut servir à une prise de conscience ? Je l'espère. Est-ce que c'est pas surtout sa vision de l'immigration, à savoir une immigration, mais plutôt une immigration choisie ? C'est pas ça que vous avez compris dans la loi immigration ? Oui, mais ça veut dire quoi, choisi ? Et c'est pas ça que vous avez compris dans son discours d'hier ? Est-ce qu'on aurait choisi Missak Manouchian ? Est-ce qu'on aurait choisi Mélimée Manouchian ? Je ne sais pas. Donc ça veut dire quoi une immigration choisie ? Je pense qu'au contraire, nos valeurs d'hospitalité, ce droit d'asile qui doit être ancré dans nos valeurs républicaines, voilà, cette fraternité aussi, ce terme qu'on a souvent et qu'on oublie souvent, ça fait partie de nos racines. L'autre actualité, c'est cette crise des agriculteurs. Dans 2 jours, maintenant, va s'ouvrir le salon de l'agriculture et les agriculteurs maintiennent la pression. On a vu notamment hier en Mayenne l'envahissement du siège de Lactalis. Ils ont raison, pour vous, de maintenir la pression malgré les nombreuses mesures annoncées par le gouvernement. On va revenir sur ce qu'a dit Gabriel Attal hier. Bien sûr, moi je pense que la problématique agricole ne date pas d'hier. On le sentait fortement venir et je trouvais que c'était de toute façon évidemment justifié. Rien que sur la question du revenu, on peut juste se demander pourquoi on a tant tardé, pourquoi le gouvernement a tant tardé et pourquoi, encore une fois, il faut aller dans la rue, il faut faire des blocages pour qu'enfin ce gouvernement écoute.
Ça, c'est d'abord une vraie problématique qui se généralise. Et puis après, on a eu une série d'annonces dont on se demande en fait la réalité derrière de ces annonces. Donc je pense que la pression, elle est importante parce que... Donc il faut continuer Qu'est-ce qui a été réellement fait très concrètement pour le revenu des agriculteurs et des paysans demain? Qu'est-ce qui va changer pour eux en termes de revenus? Alors on parle beaucoup de simplification, de normes, produits phytosanitaires, puisqu'on veut revenir sur le plan éco-phyto, on revient sur les indicateurs, on en parlera certainement. Est-ce que c'est ça vraiment qui est attendu? Moi, je suis allé sur les barrages, je rencontre les agriculteurs très régulièrement sur mon territoire, dans mon village. C'est pas ça qui est demandé. Ce qui est demandé, c'est de pouvoir vivre de son métier, d'un métier souvent de passion, même je dirais toujours de passion, et c'est tout simplement de pouvoir être convenablement rémunéré et être respecté en fait dans ce travail. Et le gouvernement n'a pas fait ce qu'il faut. Gabriel Attal hier l'a dit, il y a 99,61% des aides de la PAC qui ont déjà été versées, objectif 100% au 15 mars. Il rappelait que ce n'était pas le cas les années précédentes. Des fois, il y avait même 1 an de décalage dans le versement. Est-ce que là, vous reconnaissez qu'il y ait de l'efficacité? Oui, mais encore une fois, je dirais heureusement qu'on ne peut plus accepter qu'il y ait plus d'1 an de décalage. J'étais lundi avec un agriculteur qui m'expliquait que justement, il n'avait pas encore eu un versement. Il avait eu une saisie sur ses revenus, sur son compte. D'ailleurs, souvent sans prévenir. Une autre problématique, en tout cas, du fonctionnement de nos trésoreries et du service public. Donc c'est ça la réalité de personnes qui travaillent, qui doivent avoir tout cet aspect administratif, souvent qui sont lourdement endettés et qui sont tenus à la gorge justement par l'arrivée de ces aides et de cette PAC. Donc évidemment qu'il faut que ça fonctionne mieux, mais c'est pas le fond. Le fond, c'est ce modèle qui arrive totalement à bout de souffle, qui effectivement, donc personne ne peut satisfaire. Je pense qu'on ne peut pas se satisfaire qu'on ait perdu la moitié des agriculteurs en si peu de temps, qu'on soit dans cette situation si dure. On va parler du modèle, mais pour finir sur le revenu, puisque Gabriel Attal a annoncé hier une évolution de la loi Egalim. C'est cette loi qui vise à équilibrer justement les revenus entre producteurs et distributeurs. Est-ce qu'il fallait un nouveau texte pour vous? Est-ce qu'il fallait arrêter? On a eu Egalim 1, Egalim 2, Egalim 3, je ne sais pas jusqu'où on va aller comme ça. Moi, je me souviens des débats d'Egalim 1. Tout ce qui est dit aujourd'hui sur comment, en fait, on inverse ce rapport de force entre celui qui produit, celui qui fait, celui qui travaille avec ses mains et la grande distribution, l'industrie qui, du coup, capte l'ensemble des revenus et de la valeur ajoutée. Ça, on l'avait signalé en disant que c'était pas un petit peu à la méthode Bruno Le Maire, on va mettre tout le monde autour de la table et puis on va taper dans la main et puis tout va bien se passer. Non, on voit bien que le rapport de force est complètement faussé et que si on ne met pas des éléments contraignants sur le calcul du prix, sur un prix plancher, on n'y arrivera pas. On le disait sur Egalim 1, on l'a dit sur Egalim 2, espérons que ça entre. C'est ça que vous attendez d'Egalim 3, des contraintes. En tout cas, on n'arrivera pas, à un moment donné, si on veut inverser ce rapport de force en mettant un peu des moyens coercitifs, parce que le rapport de force, effectivement, est totalement déséquilibré. Donc des contraintes, c'est ce que vous attendez d'Egalim 3. Il y a aussi une autre annonce qu'a faite hier Gabriel Attal, c'est organiser d'ici avril une conférence des solutions qui associe État et collectivités pour que les collectivités, justement, elles intègrent plus de produits durables et plus de bio. Ça, vous saluez ? Évidemment, mais ça, on se bat depuis, je dirais, des années pour ça. Je rappelle que dans la loi Egalim, on a 50% de bio et local, une obligation, et notamment 20% de bio. Je me rappelle qu'on s'est battu pour ça. On s'est battu pour ça et qu'on n'atteint pas les objectifs. Donc il faut peut-être se poser les questions de pourquoi on n'atteint pas les objectifs. On a dit qu'il fallait des aides, de l'accompagnement. C'est de l'accompagnement en termes d'ingénierie pour les collectivités. C'est de l'accompagnement financier aussi, parce que c'est pareil. C'est un modèle, en fait, qu'il faut aussi changer sur les cantines collectives. Mais c'est indispensable. C'est un levier extraordinaire, la restauration collective. Et je note une chose. Il faut regarder les collectivités écologistes. On a des grandes villes, Lyon, Grenoble, Bordeaux. Il faut regarder ce que ces villes font
eh ben, non seulement elles atteignent évidemment et elles respectent, elles, la loi, mais elles vont bien au-delà. On est à plus de 50%, 60%, 70% de bio et de local dans ces cantines. Et puis surtout derrière, il y a toute une organisation en termes de filière, en termes de structuration de vente des produits et en lien avec l'agriculture. Donc oui, il suffit d'avoir une volonté politique pour pouvoir y arriver. On va continuer à détailler ces annonces de Gabriel Attal, notamment le projet de loi agricole et les annonces concernant l'écologie. Voyez-vous un recul, vous allez nous le dire. D'abord, on va voir ce qu'a dit Gabriel Attal là-dessus avec Mathias Arez. Bonjour Mathias. Bonjour Ariane, bonjour Monsieur Gontard. Bonjour. Et Mathias, Gabriel Attal a donc donné les grandes lignes du futur projet de loi agricole et il a beaucoup parlé de souveraineté alimentaire. Oui, c'est même le cap fixé par le Premier ministre. Gabriel Attal a assumé vouloir inscrire dans la loi noir sur blanc l'objectif de souveraineté agricole et alimentaire. Cela passera par une nécessité d'encore plus consommer français, quitte à ne pas laisser entrer en France des aliments qui ne seraient pas soumis aux mêmes règles que les nôtres. Pour viser la souveraineté alimentaire, il faudra produire plus, mais sur ce point, le Premier ministre n'a parlé que d'améliorer l'attractivité sans détailler les moyens qui seront mis en place pour le permettre. Monsieur Gontard, est-ce que c'est un changement de modèle assumé par le gouvernement dorénavant ? Je ne sais pas si c'est un changement de modèle, mais je trouve un petit peu hallucinant quand même que le Premier ministre aujourd'hui nous dise, oui, je crois qu'il a parlé d'intérêts fondamentaux de l'agriculture, que la souveraineté alimentaire devait être inscrite noir sur blanc sur la loi. Je suis un peu étonné. Je pensais que c'était déjà le cas. Je pensais que c'était la première des priorités. Donc encore un effet de communication. Et je pense que la communication, c'est sympathique, mais à un moment donné, il faut passer aux actes. Et surtout à la cohérence. Et à la cohérence de ce qu'on veut mettre en place. Alors, souveraineté alimentaire, ça veut dire quoi ? On a parlé des traités de libre-échange. Le Premier ministre a dit qu'il faut arrêter de faire rentrer effectivement des produits qui n'ont pas les mêmes garanties, en tout cas de ce qu'on demande aux agriculteurs sur le sol français. Je suis désolé, mais les traités de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande et avec l'agneau qui entrent effectivement avec pas les mêmes qualités, c'est pas nous qui les avons signés. Le traité avec le Canada, le CETA, ce traité, il est appliqué à 90%. Il n'a jamais été voté dans les deux parlements. Il a été voté à l'Assemblée nationale. Il n'est jamais venu en débat au Sénat. Et d'ailleurs, je salue nos collègues communistes qui l'ont inscrit à l'ordre du jour très prochainement. Donc on va pouvoir avoir un vote. Donc à un moment donné, il faut peut-être de la cohérence. Et puis de la cohérence au niveau européen. Parce que j'entends les annonces de Gabriel Attal, du président de la République, qui aurait compris que oui, il va falloir être un peu plus protectionniste. Ok, moi c'est très bien, c'est ce que nous souhaitons. Mais il faudra avoir cette cohérence aussi au niveau européen. Et ce que je vois, c'est que les députés Renaissance au niveau européen ne se battent pas totalement et complètement contre ces traités de libre-échange. Mathias, on va parler d'une autre question, c'est la question des pesticides. Oui, Gabriel Attal en a parlé en premier lieu. Les défenseurs de l'environnement regrettent notamment l'abandon du NODU, indicateur franco-français de mesure de l'utilisation des pesticides au profit du mode de calcul européen HRI1. Alors le NODU pour nombre de doses unités, ça correspond à la surface qui serait traitée annuellement avec les produits phytopharmaceutiques vendus au cours d'une année aux doses maximales homologuées. C'est ce qui explique le ministère de l'Agriculture. C'est une mesure de bon sens pour Gabriel Attal. Que ces normes ne s'appliquent pas pour nos voisins immédiats et que les produits de nos voisins immédiats arrivent quand même sur les étals des Français. Donc qu'est-ce qu'ils se disent nos agriculteurs quand ils voient ça ? On nous met des bâtons dans les roues. C'est comme ça qu'ils le vivent. Donc, il y a un indicateur européen qui existe. Il faut plutôt prendre cet indicateur européen qui est suivi par nos voisins qu'un indicateur franco-français qu'on est les seuls à suivre. Monsieur Gontard, en quoi ce changement de mode de calcul est un recul pour l'environnement selon vous ? C'est un recul pour moi honteux. Ce fameux indicateur, parce que ce n'est pas une norme, ce n'est pas une réglementation, c'est un indicateur. Qu'est-ce qu'un indicateur en fait, ce fameux NODU ? C'est juste pour voir une trajectoire. Si on veut travailler sur la diminution des pesticides, sur la diminution des produits phytosanitaires, il me semblait que c'était un combat commun et qu'on devait tous y aller. Pourquoi ? Parce que c'est un impact sur l'environnement, sur la destruction de la biodiversité. Quand on regarde la carte de l'eau potable, où on s'aperçoit que la plupart de l'eau sur nos territoires sont contaminées, on a cette nécessité de travailler sur cette diminution des pesticides. On a besoin d'indicateurs qui nous permettent de savoir si on est dans la bonne direction ou pas. Alors oui, on s'aperçoit qu'on n'est pas totalement dans la bonne direction quand on regarde ces indicateurs. Oui, mais là, Gabriel Attal, il ne dit pas on ne supprime pas tout indicateur. Il dit on met le même indicateur pour tout le monde. C'est pas la logique ?
C'est pas la logique, c'est-à-dire que le NODU avait, en tout cas, sa spécificité. Encore une fois, un indicateur, c'est sur une trajectoire, sur du moyen, mais est-ce qu'il ne mesurait pas trop la quantité au détriment de la qualité des produits utilisés, cet indicateur? Moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'on utilise les deux indicateurs. Il n'y a aucun souci qu'on puisse avoir les deux indicateurs. Et d'ailleurs, beaucoup plaident pour ça, parce que c'est vrai que les deux indicateurs, qu'ils soient au niveau européen ou ce fameux NODU, n'indiquent pas tout à fait, effectivement, la même chose. Moi, je pense qu'on a besoin d'avoir des indicateurs, on a besoin d'avoir une trajectoire, et surtout, on a besoin d'avoir une politique très forte d'accompagnement pour la diminution des produits phytosanitaires. Parce que c'est quoi des produits phytosanitaires? On a toujours l'impression que c'est quand même un impact, je l'ai dit, sur l'environnement, mais sur la santé humaine. L'augmentation des cancers chez, évidemment, les agriculteurs, chez ceux qui les utilisent, mais sur toute la population. Donc ça devrait être un combat commun qu'on devrait avoir. Et moi, je dirais qu'on a peut-être besoin plus d'indicateurs, d'avoir une vraie trajectoire, une vraie visibilité pour pouvoir avancer. Mathias, il y a un autre point sur lequel insistait Gabriel Attal, c'est le choc de simplification. Oui, réduire les délais de contentieux, le taillage des haies, simplifier les normes sur les bâtiments agricoles. C'est simple, rien. Dans le dossier de presse du Premier ministre qu'on a reçu, le mot simplification apparaît, j'ai compté 33 fois. Alors engagé depuis fin janvier, ce choc de simplification promis par le gouvernement passera par des décrets et autres mesures directement inspirées, selon eux, de l'expérience des agriculteurs pour libérer le milieu. Est-ce que c'était ça la priorité des priorités pour les agriculteurs, que tout soit plus simple? D'abord, changer de modèle, mettre en place une transition, c'est pas simple. Donc il faut arrêter de croire que c'est simple. Non, c'est pas simple, et c'est pour ça qu'il faut de l'accompagnement. Il faut de l'accompagnement financier, il faut de l'ingénierie, il faut de la présence humaine. Il faut des gens qui soient sur le terrain pour accompagner cette transition. Non, rien n'est simple. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas travailler, et notamment localement. Moi, je suis beaucoup pour territorialiser. C'est vrai qu'on a des normes, on a des réglementations souvent. On parlait des haies, sur la taille des haies, par exemple, qui, en fonction des territoires, je vois, moi, sur mon territoire dans le Vercors, plutôt de montagne, c'est vrai que les périodes qui sont indiquées ne correspondent pas forcément. Qu'on puisse adapter ces règles au niveau local et qu'on soit plutôt spécifique, évidemment, et qu'il y a ce travail à faire, qui doit se faire et qui doit se mettre en place. Mais ne croyons pas que tout ça va résoudre la véritable problématique, encore une fois, qui est des revenus. Et puis, j'entendais Gabriel Attal qui disait on ne peut pas accepter de faire venir des produits qui ne soient pas de la même qualité, etc., et qu'il y ait une concurrence déloyale. Et puis, Bruno Le Maire qui a dit on a fait des contrôles. Donc ça veut dire peut-être qu'il n'y en avait pas avant, ou moins, je ne sais pas. Mais là, on a fait des contrôles, on a fait plus de 1000 contrôles, il a dit. Et puis on s'est aperçu qu'il y avait 400, notamment dans la grande distribution, qui indiquaient provenance française et que ce n'était pas totalement la réalité. Quand même, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement on ne fait pas les contrôles, donc ça c'est quand même à l'État de mettre ça en place, mais pourquoi on ne fait pas les contrôles? Parce qu'on n'a pas les agents nécessaires sur le terrain pour faire ces contrôles. La DGCCRF, pendant la période, on va dire, d'Emmanuel Macron, pendant les 10 dernières années, c'est 1000 emplois, c'est 1000 personnes sur le terrain qui ont disparu. Oui, si on veut faire des contrôles, si on veut protéger notre agriculture, il faut aussi de la présence humaine. Un mot sur une autre annonce, c'est une annonce de Marc Fesneau, cette fois-ci sur le loup. On va voir d'ailleurs cette image assez insolite d'un loup sur une piste de ski en Savoie. Marc Fesneau qui a annoncé hier que le protocole régissant les tirs sur les loups menaçant les troupeaux serait simplifié via un arrêté publié en fin de semaine. C'était une demande des éleveurs. Est-ce que ça vous inquiète? Mais voilà, la question du loup, je la connais sur mon territoire depuis 25 ans. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que, encore une fois, on a l'impression d'avoir trouvé la solution miracle. On va tuer plus de loups, donc on a la solution et tout va être normal. Non. C'est mentir aux éleveurs. Encore une fois, qu'il y ait quelques simplifications, que des tirs de défense puissent être simplifiés à tel ou tel endroit. Je rappelle quand même qu'on tue plus de 200 loups par an, donc la régulation, elle existe. Mais surtout, les problématiques, moi, quand je rencontre les agriculteurs, parce que c'est une problématique. Le loup est une problématique supplémentaire pour l'élevage, puisque ça demande beaucoup plus de travail en termes de protection, et notamment, par exemple, d'avoir des chiens de protection. Avoir des chiens de protection, c'est une véritable charge. Qu'est-ce qu'ils demandent? Un véritable statut du chien de protection, notamment sur leur responsabilité, puisqu'on a plus de problèmes avec les chiens de protection d'ailleurs qu'avec les loups en fait, sur les randonneurs, etc. À un moment donné, on en parle beaucoup,
oui, il nous faut tout de suite, maintenant, un vrai statut du chien de protection qui protège les éleveurs, qui protège les élus et les maires sur les territoires. Donc avançons sur ces aspects-là. On pourrait parler des bergers, l'augmentation du nombre de bergers. D'ailleurs, grâce au plan loup, parce qu'il y a un certain nombre de bergers qui ont été financés pour aider justement l'élevage. On sait que les bergers, souvent, sont dans de mauvaises conditions, puisqu'il faut des cabanes de bergers, il y a toute une condition de travail à mettre en place. Il y a de grosses attentes. Allons-y, mettons ce qu'il faut pour accompagner cette activité, mais ne nous trompons pas, le loup est une problématique sur la question du pastoralisme, mais ce n'est pas la seule problématique. On pourrait parler de l'eau, de la question du réchauffement climatique, etc., de la surfréquentation des territoires et notamment du partage de la nature. Mathias, merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Oriane. On parlera des annonces de Gabriel Attal et des réactions des principaux intéressés, les syndicats. On y revient, c'est dans le club. On va voir l'actualité dans votre département de l'Isère. Avec plaisir. Guillaume Gontard, on va parler des conséquences du réchauffement climatique sur les stations de ski, et notamment à l'Alpe d'Huez, dont la fréquentation augmente parce qu'elle est située en altitude et que les autres stations de la région font face à un manque de neige. Du coup, la surfréquentation inquiète et pourrait pousser les responsables à prendre des mesures. On va écouter le maire d'Huez et le directeur de la société d'aménagement touristique de l'Alpe d'Huez. Le dérèglement climatique, il nous touche aussi et on est par là même inquiet pour d'abord nos amis qui sont un peu plus bas, mais inquiet aussi pour nous parce que cet impact-là, il arrive progressivement vers nous. On voit bien que cette année, on a eu ici 2,50 m de neige et l'eau et la pluie derrière a fait que tout ça a été changé. Donc on est inquiet. Dans 20 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 25 ans, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on va être? Et donc tout le travail qu'on a à faire nous, c'est d'imaginer, de prendre les risques qu'il faut, parce que c'est toujours ça, innover c'est risquer, et de dire voilà comment on va être capable de pouvoir continuer d'accueillir et jusqu'où on pourra accueillir un nombre de clients. Et aujourd'hui on ne l'a pas encore, le calcul il n'est pas très clair. Mais à un moment on aura effectivement un moment où on dira stop, comme on le fait dans des parcs d'attractions, comme on le fait dans plein de choses, sur les plages, sur des choses comme ça. Vous partagez leur inquiétude pour les stations de votre département, Guillaume Gontard? Évidemment, j'entends le discours du maire de l'Alpe d'Huez que je connais sur cette problématique. Mais évidemment, le réchauffement climatique, c'est pas que des mots, ça n'a pas été agité par des écologistes totalement dingues. C'est une réalité. C'est une réalité sur les territoires et une réalité très concrète qui a un impact très concret sur la vie des gens, sur l'économie. Donc oui, à un moment donné, il faut regarder les choses en face, arrêter de se voiler la face justement et agir. Je m'inquiète un petit peu moins effectivement sur des stations comme l'Alpe d'Huez, les Deux Alpes, etc., qui sont des stations d'altitude, même si effectivement le changement est quand même présent aussi sur ces stations-là, mais je dirais qu'elles ont un peu plus de temps pour se mettre en place. Oui, alors mais c'est surtout ce que vous entendez, c'est que du coup il y a une surfréquentation, puisqu'il n'y a pas de neige en basse et en moyenne altitude, du coup tout le monde vient dans les stations de haute altitude. C'est d'autres aspects, la question aussi des mobilités, des transports, etc. Mais est-ce que du coup, parce que le directeur de l'aménagement touristique, il dit à un moment il va falloir dire stop. Il va falloir mettre des quotas, lutter contre cette surfréquentation pour préserver justement ces stations pour vous? Mais j'ai entendu le mot de parc d'attractions, je pense qu'il faut peut-être sortir justement de cette vision du parc d'attractions. La nature n'est pas un parc d'attractions. La nature est attractive, mais ce n'est pas un parc d'attractions. Et donc je pense qu'il faut revoir notre vision et puis surtout travailler aussi sur toutes ces stations de moyenne montagne qui, cette année, effectivement, sont dans des situations très, très difficiles parce que non seulement il n'y a pas eu de neige, mais en plus il n'a pas fait froid. Donc ça veut dire que tous les canons à neige, tous les dispositifs qu'on nous avait proposés, en tout cas, pour tenir, parce que c'est comme ça souvent qu'on nous les vend, pour tenir 2 ans, 3 ans, 5 ans, n'ont pas pu fonctionner. Donc on voit bien que c'est tout un modèle, et je ne dis pas que c'est simple, encore une fois, ce n'est pas simple de changer un modèle, de revoir l'économie d'un territoire, mais ça se prépare, ça se travaille, et je pense que ce rapport à la nature, je veux dire, ce sont tous des territoires qui ont des qualités exceptionnelles. Je me rappelle, pendant la période Covid, il n'y avait pas de remontée mécanique qui fonctionnait, et pourtant il y avait aussi une surfréquentation, parce que les gens ont envie de venir en nature, ont envie de venir se promener, ont envie de venir découvrir aussi tous les savoir-faire qui peuvent exister sur ces territoires. Et donc c'est ça qu'il faut valoriser. Un dernier mot, Guillaume Gontard, parce que vous êtes également membre de la Commission des Affaires étrangères ici au Sénat. Vous étiez fin décembre en Israël avec Gérard Larcher et d'autres sénateurs. Une offensive de l'armée israélienne sur Rafah est attendue ces jours-ci. Est-ce que l'opposition exprimée par la communauté internationale, dont la France et même les États-Unis, peut freiner Benyamin Netanyahou, selon vous?
En tout cas, c'est terrible. C'est terrible ce qui se passe. Moi, j'étais allé à Gaza il y a un an. On y est retourné, sans aller à Gaza, mais en Palestine et en Israël avec le président Larcher. Ce qui se passe est terrible. Et cette accélération, ce que veut faire Netanyahou et l'extrême droite israélienne, qui est un véritable carnage. On a des personnes qui sont enfermées et sur lesquelles on balance des bombes uniquement pour tuer en pensant que ça va être la solution. Je pense qu'on se trompe totalement. On est en train de préparer, et Israël se trompe totalement. Israël ne gagnera pas par la guerre. On est en train de préparer les guerres futures et les conflits futurs. La solution ne sera que politique. Et là, oui, il y a une nécessité de la communauté internationale d'être beaucoup plus forte et de la France. J'entends les discours du président de la République. Encore une fois, je pense que maintenant, il faut passer aux actes. Je pense qu'on a des choses très claires à demander. Saisir la Cour pénale internationale. On a fait une résolution, notre groupe a fait une résolution pour saisir cette Cour pénale internationale pour qualifier les faits, que ce soit les faits du 7 octobre et puis que ce soit ce qui se passe actuellement à Gaza. Ça, c'est une nécessité. On a besoin de demander très clairement à ce que l'aide humanitaire puisse entrer. C'est inacceptable que l'aide humanitaire soit bloquée actuellement. Évidemment, de demander un cessez-le-feu. Et puis, il y a des choses très concrètes. Un embargo sur les armes. Comment nous pouvons accepter que notre pays, entre ce qui se passe avec Israël qui ne respecte pas les règles internationales, nous continuons de vendre des armes à ce pays. Donc ça, ce sont des choses très concrètes. Et puis je rajouterai quelque chose de à la fois symbolique, de très fort, c'est la reconnaissance de l'État palestinien. Je pense que la France pourrait reconnaître l'État palestinien. Ça serait un signal très fort envers le peuple palestinien. C'est en tout cas une demande importante et donc on a des choses très concrètes, très précises à faire et moi j'attends ça du président de la République. Merci Guillaume Gontard. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin pendant cette première demi-heure.